trebalo bi reći nešto iz organizacije ovog događaja, a to je da smo srećni što ste danas ovde, jer sa nama je Silvan Lazaris. Imali smo 2 dana intenzivnih razgovora i druženja u Novom Sadu. Razgovarali smo o projektu lokalne politike urbana samouprava kao aktivisti, kao čitaoci antropologije imena. Razgovarali smo drugi dan sa našim prijateljima i ljudima koji su pokazali interes za ovaj prevod koji je već godinu dana među nama, odnosno na našim policama ko je došao do knjige. U ta 2 dana smo razmenili iskustva, aktivistička uglavnom. Bilo je dakle govora i o knjizi i o našim i Silvanovim političkim iskustvima. To je sve što bi ja trebao da kažem u ovoj uvodnoj reči. Samo bih vas zamolio da isključite mobilne telefone i Silvan će održati jedno predavanje, a posle toga ćemo moći razgovarati sa njim. Silvan, izvolite. Tout d'abord, je suis réellement touché d'être reçu par vous, d'être ici. Je voudrais remercier les hôtes, le groupe des maîtres ignorants, et puis également remercier Kouda.org et le groupe pour la politique conceptuelle pour avoir initié la traduction de l'anthropologie du nom, de l'avoir mené à bien, ce qui n'est jamais une mince affaire, et également pour m'avoir invité. Alors, j'ai choisi de vous présenter quelques points. Ils sont au nombre de 5. Et je vais vous les indiquer brièvement, enfin indiquer le titre, avant de les aborder successivement. Également pour éventuellement vous prier d'être patient en regard de mon ordre de succession des points. Parce que vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que telle question n'est pas abordée d'emblée? Et comme ça, vous saurez si je compte m'y confronter ou pas. Le premier point s'intitule « La politique est de l'ordre de la pensée ». Le deuxième point s'intitule « La politique est organisée ». Le troisième reprend les 2 énoncés fondamentaux de l'anthropologie du nom. Le quatrième s'intitule « Tenir le plus grand compte de l'expérience ». Et le cinquième s'intitule « Le présent, le nouveau ». Et l'obscurité.
La politique est de l'ordre de la pensée. Est une décision problématique. Quand je parle de décision, c'est comme quand on a à choisir entre l'Est et l'Ouest, le Nord ou le Sud. C'est-à-dire si on prend une décision, on n'en prend pas une autre. La politique est de l'ordre de la pensée et ce qui structure le livre, l'anthropologie du non, c'est que la politique pense et c'est parce qu'elle pense qu'on peut la penser. J'essaye d'introduire là un rapport entre qu'est-ce qu'il y a à penser et qui peut le penser. Ça paraît raisonnable. Par exemple, si ce qu'il y a à penser est d'une technicité très grande, il sera raisonnable d'avancer que c'est aux techniciens, détenteurs du savoir, de penser cette technicité. De ce point de vue-là, penser la politique n'est pas un propos nouveau. Et la question de l'ordre est très importante, de l'ordre des mots. Mais qu'est-ce qui est pensé dans le mot politique quand Aristote l'emploie, quand Jean-Jacques Rousseau l'emploie, quand Marx l'emploie, quand Lénine l'emploie, quand Carl Schmitt l'emploie, etc., etc., etc. Et vous voyez bien que qu'est-ce qu'il y a à penser là si on convoque ces auteurs ouvre à une double question. Chacun propose de penser quoi avec le mot politique, et en même temps qu'il dit, à son avis, ce que ouvre à penser ce mot, il dit qui peut le penser. Tant et si bien que Aristote ou Platon ou Hobbes vont penser la politique depuis leur dispositif philosophique, c'est-à-dire dans la philosophie. D'autres vont le penser dans la sociologie, Saint-Augustin dans la théologie, etc., etc., etc. Mais Marx dans le marxisme, Lénine dans le léninisme. Ce sera le premier point, qui nous laisse un peu en suspens, voilà, au bord. Avec bien évidemment cette rupture, ce nouvel énoncé qui est penser la politique à partir d'elle-même, pas à partir d'une extériorité intellectuelle, problématique. Donc,
disons, la politique est capable est en capacité de sa propre pensée. Et vous verrez plus tard que la question qui m'intéresse est bien évidemment, est-ce que cette capacité de la politique d'être en mesure de penser sa pensée peut se faire dans la langue naturelle, la langue courante? Est-ce qu'on peut dire que dans certaines situations, les gens sont en capacité d'assumer cela? Et pour reprendre mon interrogation initiale, est-ce qu'il y a une authentique matière de la politique en tant que pensée qui peut être pensée par les gens? Je pense que c'est ça ce qu'interroge, ce à quoi tente de s'affronter l'anthropologie du non. Donc c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Et c'est un enjeu moderne. J'aime pas beaucoup le mot, mais disons c'est un enjeu du contemporain. C'est un des enjeux du contemporain. Parce que dans la littérature ou dans la littérature scientifique ou même de façon beaucoup plus générale, il n'est pas très correct de tenir l'énoncé que les gens ne pensent pas. Voilà, c'est un peu élitiste, un petit peu. Mais pense-t-il? Et s'il pense-t-il vraiment? Mais s'il pense vraiment, quelle est cette pensée? Qui ne sera ni celle de la science, ni celle du savoir, ni celle du pouvoir. De quoi parle-t-on là? Avec quoi vous nous rabattez les oreilles? Est-ce que c'est de l'ordre du possible? Ou bien est-ce que c'est une... Voilà. C'est ça l'enjeu. Et vous allez voir que le mouvement général de ce que je vais vous soumettre est sous cette interrogation que depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la question de la politique et de ce qui était possible et de dans quoi les classes, les masses, les peuples pouvaient s'engager, portait l'hypothèse d'une possibilité que face à l'ordre de l'État et du pouvoir existant, un autre ordre du pouvoir et de l'État existe et soit de l'ordre du bon gouvernement face au mauvais gouvernement. La grande idée du 19e et du 20e siècle de révolution portait cela. Mettre fin à quelque chose qui n'était pas bien pour ouvrir à quelque chose qui serait bien. Je pense quant à moi que cette période est close. Que la fin du XXe siècle, l'effondrement de l'URSS, toute une série d'autres phénomènes close cette période. Et qu'il y a une expérience accumulée dont, vous l'entendrez tout à l'heure, l'enjeu c'est de dire que
s'il y a une puissance du côté des gens, ce qu'on a les classes, les masses des gens, je pourrais peut-être préciser, mais dans la discussion, ce que j'entends par les gens, elle ne se déploie pas sur la question de l'État, du pouvoir. Elle se déploie tout au contraire à distance du pouvoir et de l'État. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit indifférente à l'État. Comment l'être? Quel que soit le pays, quel que soit le type de gouvernement, dès qu'un pouvoir a sous les yeux quelque chose qui entre en écart, même intellectuel, même encore plus quand il est pratique, quand les gens sont organisés, etc., en écart de son ordre, de son lexique, de ses pratiques, etc., il intervient. Dans des modalités différentes, mais il intervient. Donc, il ne peut rien ne dire on va être à l'écart on va faire à côté de l'État sans lui n'a pas de sens. Mais dans la pensée, dans l'inspiration, dans les principes, ce n'est pas la question de l'État qui, à mon avis, et c'est référer la question du possible à la question de l'État. 2 siècles d'expérience historique permettent de conclure que ça reste prisonnier de l'État. Ce qui fait que, je précise ce point pour être tout à fait clair, je ne pense pas qu'il y ait d'alternative sur la question de l'État. Je pense que, par contre, il y a des alternatives puissantes sur ce dont les gens sont capables en s'organisant à distance de l'État. Et les effets de cette organisation sur l'État seront importants. Paradoxalement, il faut intervenir sur l'État d'ailleurs que d'une problématique de l'État et du pouvoir. Mais le principal, ce n'est pas d'intervenir sur l'État, c'est d'intervenir dans une capacité propre qui nécessairement aura en face d'elle l'État, donc aura à traiter cette question. Il y a un point que j'ai eu l'occasion de discuter dans les jours précédents, comme Zoran vous l'expliquait, et je le dis tout de suite, puis ensuite je passerai au second point, c'est que dans la tradition politique marxiste et maintenant quasiment d'opinion, il est convenu d'entendre que quand les gens se révoltent et tentent de s'organiser et de prononcer leurs propres objectifs, les dispositifs de pouvoir et d'État pratiquent l'antagonisme à leur endroit. L'antagonisme, ce n'est pas forcément d'envoyer immédiatement la police et l'armée et de mettre les gens en prison. L'antagonisme, l'enjeu, c'est de mettre fin à ça. Et il y a 2 méthodes conjointes qui sont bien classiques. La première, c'est d'essayer de rallier les gens, de les faire rentrer dans l'espace étatique. Et puis si c'est pas possible, malgré tout, de bousculer un peu pour voir si ça rend pas. Voilà. Mais gardons la catégorie d'antagonisme dans le rapport des formes de pouvoir et des formes d'État à ce qui tente de se constituer et qu'il considère comme d'inspiration externe, disjointe, et ce qui était classiquement admis, c'était qu'à l'antagonisme de la part du pouvoir en direction des gens, par nécessité, il fallait qu'il y ait une conviction que les gens devaient s'organiser dans un rapport antagonique à l'État.
Que donc la question de la conscience, par exemple chez Lénine, et dans toute la tradition de la Troisième Internationale, c'est l'antagonisme avec l'ensemble de l'ordre social et politique existant. Et je vous en disais un mot, je pense que cette symétrie inverse est inexacte. C'est-à-dire, parce que ça consiste à dire aux gens, organisez-vous sur la question de l'État au travers de l'antagonisme. Et s'organiser sur la question de l'État, même si on n'est pas encore au pouvoir, c'est déjà une structure de parti-État. J'ai longtemps réfléchi à pourquoi, quand les mouvements de libération nationale prennent le pouvoir, quand les bolcheviks prennent le pouvoir, quand les Chinois arrivent au pouvoir en 1949, pourquoi le passage au pouvoir est immédiatement va de pair avec la mise en place de... Aucune des promesses initiales sont tenues. Et une logique de l'État, une logique extrêmement répressive est mise en place parce que c'est la nature de l'espace étatique. Et que déjà une structure de type parti-État était au travail, construite sur la question de l'antagonisme, maintenue dans une certaine ligne parce que le pouvoir n'était pas pris, et que ce n'est pas simplement le pouvoir qui organise la bascule, c'est la nature des options et des pratiques antérieures structurées autour de à l'antagonisme des uns, il faut répondre par l'antagonisme. Et donc, les temps actuels seraient des temps nouveaux où, d'une certaine façon, l'État n'est pas le professeur par l'exemple négatif, où il faut un espace propre, une inspiration propre, une subjectivité propre du côté des gens sur la question de la politique, à la fois qu'est-ce que c'est, comment, qui l'a dit et qui dit ce qu'elle est quand c'est du côté des gens. C'est ça les différents enjeux du premier point, la politique et de l'ordre de la pensée. Deuxième point, la politique est organisée. Il n'y a de politique qu'organisée. Alors comment cette question de l'organisation intervient dans la pensée de la politique? Comment est-elle pensée dans la politique? C'est un grave problème. Est-ce que la question de l'organisation, par exemple, est prise dans l'énoncé la politique et de l'ordre de la pensée? Ou bien faut-il une problématique propre de la question d'organisation? Je pense que on peut proposer quelque chose comme le subjectif, la pensée, ça a des effets d'organisation. Si vous pensez ça, c'est que vous ne pensez pas ça. Et de fait, c'est sur des énoncés de pensée que les dispositifs organisationnels se construisent. La difficulté aujourd'hui, c'est que là-dessus, on a à rompre avec deux dispositifs. Celui du parlementarisme et de l'autre côté, à rompre avec le lexique de la terminologie marxiste ou de la terminologie, enfin disons de la terminologie classiste, en termes de classe. Et en filigrane avec la figure ouvrière. Commençons par le second. L'hypothèse d'une capacité ouvrière organisée, c'est ce que Lénine
propose à travers la catégorie de parti, où la question de l'antagonisme est à la fois la logique de l'organisation et la logique des énoncés en pensée de la problématique léniniste. En matière d'organisation, ça va être un parti de professionnels. Et en matière d'énoncé général, ça va être l'antagonisme avec l'ensemble de l'ordre politique et social existant. La grande force de la position de Lénine, dont dans l'anthropologie du nom je disais qu'il avait fondé la politique moderne, c'est qu'il annonce que toute politique est sous condition, et en particulier est sous condition d'énoncer ses propres conditions. Et bien évidemment, je prends la politique est sous condition d'énoncer ses propres conditions comme une illustration de la politique et de l'ordre de la pensée. Et elle a indiqué simultanément de quoi en pensée elle est le nom et d'où elle pense ce qu'elle propose être en pensée. Et ça conjoint la question de la pensée et la question de l'organisation. Je suis peut-être un peu cursif, un peu rapide, mais quelquefois c'est pas le plus mal. Simplement, la capacité ouvrière, la capacité prolétaire, la thèse du dépérissement de l'État, la thèse du communisme, sont pas simplement le filigrane. Vous savez ce qu'il y a ou ce qu'il y a à l'intérieur des choses dessinées dans les billets de banque ou dans les beaux livres, qui est dans le papier, quasiment imprimé dans le papier. C'est la vie même de l'hypothèse de l'antagonisme et de l'hypothèse du communisme et de l'hypothèse de la révolution dans le léninisme. Et comme nous le discutons depuis quelques jours, c'est ce qui n'a pas eu lieu. On reviendra sur ce point dans la question de l'histoire, des expériences de l'histoire dont certaines sont conclusives. Donc ça, c'était le modèle léniniste, mais dont on garde toute politique est sous condition, et elle est sous condition de formuler ces conditions. Le parlementarisme est un tout autre type d'énoncé sur la politique. Je pense que son dispositif central d'organisation, d'une certaine façon, c'est pas le dispositif des partis, mais c'est le dispositif du vote. Et je vous donnerai comme dernière indication le fait que dans un certain nombre de pays, par exemple l'intervention française au Mali récemment, ou les interventions de l'ONU dans un certain nombre de pays, ont pour enjeu d'organiser des élections qui sont totalement formelles, qui sont totalement des façades comme ça. Comme si là il y avait la caution du caractère bien fondé de l'intervention militaire. C'est la question du vote. Et je considère que le vote dans le parlementarisme est le processus de légitimation et de relégitimation du dispositif étatique. Ce qui est le cas, je pense. Avec cette grande question que nous discutions, qui est si ce n'est pas ça, c'est quoi? Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Et c'est tout le problème. L'autre problème, c'est de réfléchir au fait que sur la question de l'État, il n'y a que cela, mais peut-être que la question de l'État n'est pas et qu'il n'y ait que cela, n'est pas ce à partir de quoi on décide d'y aller ou pas, de voter ou pas.
j'argumenterai, si vous m'en laissez la liberté, le fait que il est possible et responsable de ne pas aller voter pour faire autre chose. C'est pas de l'abstention, c'est pas simplement de la critique, c'est la thèse que soit on est à distance de l'État, soit on est dedans. Et fondamentalement, soit on est du côté d'une puissance possible du côté des gens, soit on est du côté de l'État. Bien évidemment, vous pouvez argumenter que du côté des gens, ils sont quasi complètement du côté de l'État. Ce qui est exact. Ce qui est exact. Mais ça ne règle pas la question de votre décision ou de la mienne. La décision, le fait qu'il soit possible que quelque chose cherche à s'ouvrir du côté des gens, à distance de l'État, et que les conditions intellectuelles et subjectives de cette décision et le suivi de cette décision et pour conséquence qu'il n'est pas question de participer au vote, parce qu'on peut ne pas le faire. Déjà, si on ouvrait à l'énoncé que c'est impossible, je pense que... Je pense aussi qu'il y a une grande discussion aujourd'hui ouverte ici, comme dans d'autres endroits, sur le caractère corrompu de l'État. Ne croyez pas que ce soit de l'anti-étatisme, comme ça, à bas l'État. Je pense qu'il faut... Mais je pense que l'État est structurellement une machine de corruption. Ça pratique la corruption. Il n'y a pas de pouvoir municipal sans corruption. J'ai connu en France, c'était un de mes amis, quelqu'un qui était maire d'une grande commune, dans la région parisienne, de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, qui était un type bien. Mais les bases œuvres, il les laissait faire par ses adjoints. Donc il y avait le coup de... Voilà, les bases œuvres de la gestion municipale. Les mauvais coups. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de mauvais coups. C'est dans l'ordre du pouvoir. De même que la question, les crimes d'État, ce qui se passe dans les prisons, ce qui se passe dans certains endroits abandonnés à eux-mêmes, dans les catastrophes annoncées, les régions dévastées par de la pollution chimique, etc., en toute connaissance de cause, c'est dans l'ordre des choses. On le sait tous. Et je rajoute à ça que l'État a non seulement le monopole de la violence, vieille thèse classique qu'on connaît, le monopole de la violence légitime, et illégitime, mais par des organismes d'État, mais je pense qu'il a le monopole de la loi et le monopole de la décision étatique et de la décision. Et je pense que le vote est aussi un dispositif de légitimation réitérée de cet ordre général des choses. Et donc je dirais que le vote dans le parlementarisme est le dispositif général majeur d'organisation. Et que les partis sont des dispositifs de l'État. Ça, on le sait bien. Ça fournit le personnel d'État, c'est là où ils se forment, c'est là où ils apprennent le métier, c'est là où on fait le tri entre les bons et les moins bons, c'est là où les carrières se préparent, etc. On connaît tout ça, on commence par être colleur d'affiches, faire la campagne locale, et puis voilà. Je veux dire, c'est un métier. C'est un drôle de métier, mais c'est un métier. Et donc la question de l'organisation dans une politique du point des gens est ouverte. Et juste, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif de groupe de gens qui travaillent ensemble sans que le paradigme étatique soit le paradigme étatique sous le modèle du parti-État parlementaire ou sous le modèle de l'antagonisme, mais du parti pratique porté par l'antagonisme soit le dispositif opératoire. Ça, c'est des petites choses comme ça. Ça s'invente
En plus, c'est un défaut vis-à-vis d'un certain nombre de gens, d'abord de ne pas réunir des centaines ou des milliers de gens, de ne pas avoir de tribunes, etc. Mais c'est un autre défaut, c'est que contrairement à l'État, ça ne dure pas toujours. C'est séquentiel. Ça dure le temps de vie, le temps où ça vit, le temps où c'est vivant. Alors la logique de l'État qui est constamment en transformation, qui est constamment en modernisation, qui apprend énormément de choses. Le sécuritaire aujourd'hui c'est appris, etc. Comment rentabiliser le passage d'un certain type de propriété générale à une propriété privée, introduire sur le marché du foncier des choses qui n'y étaient pas, vendre ceci, etc. Mais l'État est un dispositif permanent, en constant ajustement, s'ouvrant, se modifiant, se modulant, mais maintenant une permanence. Voilà. Donc il y a le séquentiel, il y a cette question du séquentiel de la politique du côté des gens quand elle n'est pas, justement, quand elle est à distance de l'État. Voilà. Soit. Bon. Les deux énoncés de l'anthropologie du nom. Le premier, c'est les gens pensent. Et le deuxième, c'est la pensée et le rapport du réel. Bon, il y a deux énoncés. Ce qui est le cas de cette politique-là, ce qui est le cas des autres politiques, je ne vais pas le développer. Il y a toujours deux énoncés constitutifs. Et là, ce qui est important, c'est de soutenir qu'il y a une pensée possible en langue naturelle, en langue courante, et que cette pensée est une vraie pensée, c'est-à-dire c'est un rationalisme, si vous voulez. C'est pas simplement des idées, des pulsions, etc., etc. Elle est sous voilà. Une politique est sous condition, et sous condition d'énoncer ces conditions. Là, il y a quelque chose comme... Alors, comment ça se passe? Comment j'essaye de le montrer, de le mettre à l'épreuve, de prendre des exemples? C'est parti un peu. Je vais pas vous soumettre cela. Mais si les gens pensent, la question se pose de qu'est-ce qui est pensé dans leur pensée. Parce que penser, ce n'est pas simplement dire je pense. Penser, c'est dire je pense, voilà, je pense, et puis vous savez, on est tous comme ça, ouais, je pense que, et tata. Mais qu'est-ce qu'il y a à penser, sur quoi je vais penser? Donc penser, c'est penser la pensée. Ça, c'est sûr. Dans ce cas-là ou dans d'autres cas. Simplement, dans les sciences, par exemple, enfin dans les sciences sociales, par exemple, les gens vont vous dire, le savant pense, voilà, le sociologue pense, ou l'économiste pense, mais quand on regarde ce qu'il pense, on voit qu'il a construit des objets de pensée de sa science. Et qui sont pas du tout, qui sont absolument construits. Donc il y a, le réel est susceptible d'être indiqué dans des objets, la structure, le social, le politique, le machin, etc. Et le savant pense ces objets. Dans le cas des gens, dans la langue courante, la pensée, le registre est le même. Penser, c'est penser ce qu'il y a à penser, c'est-à-dire penser la pensée. Et s'opère ce que j'appelle une bascule, dont le principe est le rapport du réel. Et c'est l'énoncé 2, la pensée rapport du réel, et
cette bascule rapport du réel ouvre à des pensées à une pensée toute particulière, qui est la pensée des gens, qui n'est pas du tout une pensée qui énonce des lois sur l'ordre du réel, de type causal ou déterministe. C'est une pensée qui énonce un possible dans la situation, qui énonce quelque chose qui n'était pas là, et qui est un possible à la fois à penser et à faire. Et ce possible à penser et à faire, c'est le moment où intervient un point de... Voilà, pensée rapport du réel, la bascule et le possible, ou ce que j'appelle aussi la prescription. Alors des exemples sont donnés. C'est très important, bien évidemment, de montrer qu'il s'agit d'un rationalisme, c'est-à-dire qu'il y a un mode d'appui, d'intervention et d'expérimentation dans le réel. Et en plus, je me permettrai de vous dire, on le sait tous, mais c'est pas mauvais de le rappeler, que le réel, le réel est tout, ce qu'on appelle le réel est toujours formulé à partir d'un dispositif d'une intellectualité qui formule dans son espace d'intellectualité ce qu'il en est du réel. Si je vous dis la société existe, par exemple la catégorie de société existe, elle est bonne, c'est un tout déjà là, c'est un tout structuré, etc., etc. Et à partir de ça, on peut analyser le réel. Peut-être. Mais vous analysez le réel de l'intérieur d'un système d'hypothèses qui est un tout déjà là, c'est-à-dire que ce qui se passe dans une partie du tout est en rapport avec le reste du tout. Ça s'appelle couramment les effets de structure, ou la dialectique, ou la causalité structurale, ou ce que vous voulez. Bon. J'aime pas du tout cette façon d'aborder les choses. Parce que je ne crois pas du tout on n'est pas obligé de faire l'hypothèse de l'existence de la société pour penser quelque chose, on peut penser autrement. Bon, mais ça contraint absolument la question du réel. Bon. C'est de la sociologie. Si vous prenez la catégorie de réel chez Lacan, elle est indissociable de tout son dispositif, elle est tout autre. Elle n'a strictement rien à voir. Si vous prenez le matérialisme historique, c'est encore autre chose. Il y a des lois de l'histoire, dont la lutte des classes et la détermination de la superstructure, enfin, le fait que la conscience, soit dernière analyse, est produite par les conditions matérielles d'existence, des choses comme ça. Alors si je vous dis ça, parce que ça introduit en réalité, ça introduit des champs de liberté très importants. C'est-à-dire s'il n'y a de catégorie du réel que construite dans un dispositif de pensée de problématique, alors nous avons le droit d'en introduire une autre, ou encore une autre, etc., sous réserve qu'elle soit soumise à l'expérimentation, soumise à la discussion, discutable, qu'on voit ses effets, etc., etc. Alors, ce dispositif de proposition a été expérimenté se trouve à l'appui de situations politiques d'usine, et aussi de tout un travail sur la question de la politique investie comme rapport investi à travers la catégorie que je propose de mode historique de la politique, c'est-à-dire sur le fait que toute politique se trouve dire ce qui, dans ces termes, la constitue comme politique. Donc on peut l'interroger. C'est pour ça que la formule consiste, c'est rapport d'une politique à sa pensée. Et donc dans l'anthropologie du nom, j'analyse la Révolution française, ce dont c'est le nom, de quoi révolution est-il le nom, dans la Révolution française. C'est très particulier, ça n'a rien à voir avec la suite.
La catégorie de révolution dans la Révolution française se trouve être dite avant l'invention de l'histoire, avec la philosophie de l'histoire, avant l'invention de la dialectique, avant l'invention de la totalité, avant tout le XIXe siècle. Je l'analyse chez Marx, je l'analyse chez Lénine, je l'analyse et puis dans le Mao d'avant la prise du pouvoir. Et chaque fois, ce sont des propositions absolument singulières. Et ça, j'en dis un mot maintenant, avec ce dispositif c'est pour ça que ça s'appelle anthropologie du nom, où je pense que pour entreprendre ce travail, il faut absolument ne pas procéder à la nomination. Parce que la nomination ramène à une approche en termes d'objet. Voilà. Soit en termes d'objet, soit en termes de sujet. Enfin bon, ça devient un peu technique, mais le nom est innommable. Et chaque fois, le nom de la politique est innommable. Par contre, il existe des lieux du nom qui sont là où, dans la Révolution française, la Convention, les sociétés sans culottes, les armées de l'an 2, chez Lénine, le parti et les soviets, etc., etc. Et où c'est là où la politique, ses énoncés doivent être étudiés, analysés, la politique et ses pratiques. Donc ça, c'est le point 3. Je me dépêche. Tenir le plus grand compte de l'expérience. Je pense que l'expérience, il faut accepter que l'expérience historique, que ce qui a eu lieu est dans un certain... que ça a eu lieu. Et qu'il y a dans beaucoup de cas matière à conclure, même si c'est à partir du désastre. Quelquefois, souvent, trop. L'effondrement du socialisme, que ce soit au moment de solidarité en Pologne, en Chine, en 89, au moment de la bascule entre l'introduction du salaire aux pièces et la politique de Deng Xiaoping dans les usines. J'ai passé plusieurs mois dans une usine de Canton à faire des enquêtes sur ce qui s'y passait et ce que les ouvriers disaient. Ensuite, à la chute du mur, en Pologne et en Allemagne de l'Est, j'étais dans les combinats sidérurgiques pour voir qu'est-ce qui se passait entre la soi-disant transition, à la fois ce qu'était le socialisme et ce qui se passait après. Et ce qui est très important à mes yeux, c'est que l'hypothèse de l'abolition de la propriété privée que cette hypothèse a été réalisée. C'est-à-dire que dans un certain nombre de ces pays, dans tous les cas je peux vous dire en Allemagne de l'Est et en Chine, et en Russie, à partir de la politique des combinats, il n'y avait plus de monnaie, plus de propriété privée. Et de monnaie au sens économique du terme, c'est-à-dire comme équivalent général. Il n'y avait plus d'équivalent général. Donc la question de la monnaie n'était plus régie par la loi de la valeur, ni l'équivalent général. Et que ça n'a pas eu des effets majeurs sur la question de l'État. Et donc je considère pour ma part, on en parlait ensemble encore il n'y a pas très longtemps, que fondamentalement l'hypothèse de Marx comme quoi l'abolition de la propriété privée allait mettre fin à l'ordre étatique est une hypothèse que l'expérience historique a montrée comme inadéquate. Et j'ajoute que, avant que cette expérience ait eu lieu, il était impossible de savoir que c'était inadéquat. C'était pas de l'aventurisme. Et que dans l'ordre des choses, on le sait bien, c'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Quelquefois oui, heureusement. Mais, et qu'en même temps, il y a à apprendre des victoires, mais il y a beaucoup à apprendre aussi des échecs. Voilà. Et j'insiste, c'est extrêmement important pour moi, si vous voulez. Même c'est une espèce d'éthique personnelle. Par exemple, j'étais quelqu'un je suis de la génération de 68, même d'un peu avant de la guerre d'Algérie. Enfin, j'étais jeune, mais engagé la question de la guerre d'Algérie, mais
68 après 68, à quoi on a cru, et puis qu'est-ce qui s'est révélé exact, et puis pas exact, etc. Il y a une espèce d'exigence d'une certaine façon c'est une façon d'honorer ce qui a eu lieu, de ne pas le tenir pour rien, de ne pas le tenir pour inexistant, de ne pas le tenir comme quelque chose qui n'a pas produit ses promesses et ceci et cela. C'est de la matière forte de volonté, de propositions, d'enthousiasme, d'écart, de bêtises. Si vous ajoutez des mots négatifs, d'excès, tout ce que vous voulez, j'entends bien. Mais c'est le réel. Je ne dis pas qu'on a toujours à y apprendre quelque chose, mais si on y apprend, mais sur certains points, oui, majeurs. Et en particulier mon compte avec les philosophes qui s'occupent de politique, à tort. Certains d'entre eux ont été des politiques, mais c'était à ce moment-là, au nom de la politique, qu'ils parlaient de politique. Dans la philosophie, vous n'avez pas de catégorie d'enquête. La guerre du Péloponnèse, ou les grands textes historiques chez les Grecs, c'est ni Platon ni Aristote, c'est Thucydide et Hérodote. La théorie de la guerre, c'est Clausewitz. La théorie du parti, c'est Lénine. Un grand texte sur la clinique exacte du pouvoir que je trouve admirable, Le Prince de Machiavel, il raconte son métier. C'était son métier de faire cela. Pour les ducs de Florence, pour ceci, pour cela. Donc si on travaille, si vous voulez, en particulier sur qu'est-ce qui est clos par le siècle précédent et qu'est-ce qui s'ouvre, si on ne tient pas compte de l'expérience, si on n'y réfléchit pas, même en butant sur des difficultés, en butant sur des... etc., non seulement on raconte des sornettes, mais il y a quelque chose de la vie réelle du monde, des gens, des choses exceptionnelles qui passent à la trappe, comme si ça ne comptait pas. Je n'aime pas, ce n'est pas, on ne peut pas, enfin je pense que ce n'est pas bien. Alors je sais que, et c'est le 5e point, que les temps sont obscurs, que des références d'il y a 40 ans ou 50 ans n'opèrent plus. Ce que je soutiens, c'est que les temps sont nouveaux. Qu'entre la fin du XXe siècle et le début de ce siècle-ci, il y a une grande arche historique nouvelle qui s'ouvre. Et qu'on a affaire aux difficultés d'un commencement. Et qui se donne formellement, du moins dans la bouche de ceux qui le pratiquent, par le triomphe d'une certaine vision et de l'État, et de la force, et de la légitimité, et du pouvoir, et de la démocratie, et de l'argent, dans une forme très récente qui est celle du capitalisme financier, la fin de toute idée que le travail constitue une source de droit, que ceux qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur travail, que ceux qui ont travaillé doivent tout de même être comptés, que c'est frappant en France de voir que toutes les législations qui avaient ce principe-là pour appui disparaissent. Disparaissent complètement. Donc même si c'est ceci le discours du pouvoir, le discours je suis persuadé qu'on est dans un nouveau temps, avec cette difficulté particulière que nous n'en avons pas encore les termes. Nous sommes au début de cela. Avec
simplement la volonté de chercher, je dirais même plus la volonté de ne pas, oui, la liberté de le faire, et pour être optimiste, enfin, pour dire quelle serait l'ouverture, de dire que, si vous voulez, la politique a été marquée par l'ordre du pouvoir, l'ordre de l'État, l'intrication complète de l'État avec la violence et la production et la corruption, et que peut-être s'ouvre, à côté de cela, qui a de l'avenir, apparaîtra l'existence d'un autre ordre que j'appelle du côté des gens, sous réserve qu'ils pensent, que cette pensée soit un rapport du réel et ouvre à des possibles. Voilà. En vous remerciant de votre patience. Dakle, sam moderator pitao da li neko želi da pita nešto. Prokomentariše. Ima li pitanja? Slobodno, razgovor, ne mora biti pitanja. Je vais essayer de faire la question en français, mais je ne parle français, mais je ne parle pas en serbi non plus, alors je vais essayer. Mais c'est très simple, vous avez parlé que vous voulez de parler un petit peu plus sur l'idée de l'agent, qui est l'agent pour vous, non? Parce que vous référez quand vous parlez de l'agent, parce que c'est les points principaux que je comprends. Ouais. C'est une question effectivement importante. Parce que je n'emploie pas, je ne parle plus en termes de classe, je parle plus en termes de masse. Je dis il y a les gens. Et je dis les gens, c'est ce que j'appelle un indistinct certain. C'est impossible, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est juste avant, je reprends là-bas. Dans d'autres registres, la possibilité d'une pensée sans objet, une autre pensée que la pensée qui pense par objet, qui construit des objets, qui dit penser c'est construire des objets. Donc une pensée sans objet, c'est relativement acquis dans la philosophie. Déjà, Althusser proposait une pensée sans lui c'était une pensée sans sujet, mais et sans objet aussi. Voilà, donc un dispositif de pensée où il y aurait, si vous voulez, où on se proposerait de penser sans convoquer soit l'objet de la pensée assigné à un objet, soit un sujet, qui serait la classe. Classiquement, c'était la classe. Donc ça nous laisse ça ouvre un espace de liberté déjà, de savoir que ça existe. Et on ne bat pas la campagne complètement en se disant, si vous voulez, en se disant cela. Alors,
réellement, les gens pensent que c'est un possible. C'est-à-dire, les gens, c'est un indistinct certain, c'est une masse. C'est pas du tout le pratico-inerte de Sartre. Dans un de ses textes, là, je crois, dans une critique de l'ordre, Sartre prenait l'exemple si mes souvenirs sont exacts, mais ça remonte à très très loin, de gens attendant un bus et excédés, de gens de plus en plus nombreux attendant un bus qui ne venait pas. Puis à un moment donné, ils se mettent à... Alors là, c'est le pratico-inerte. Et puis ils se mettent très en colère. Et je ne sais pas si c'est l'histoire de ça, mais je sais que c'est arrivé quelquefois en France. Ils se mettent très en colère, et tellement en colère qu'ils arrêtent un bus qui passe dans l'autre sens, le prennent, obligent le chauffeur à faire demi-tour, montent dedans. Et ça dit, à partir de ce moment-là, il y a fusion, et il y a quelque chose de la conscience qui a lieu, et on sort du pratico-inerte. Alors cette rupture entre si vous voulez, c'est pas du tout ça. C'est là, il n'y a pas de sujet, il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet parce qu'il n'y a plus de classe. La problématique en termes d'objet est nécessairement une problématique étatique. C'est pour ça que beaucoup de gens qui travaillent dans la sociologie ou annexes sont en réalité des consultants d'État. Mais c'est comme ça, à travers les crédits, à travers la recherche, à travers les demandes, etc. En France, par exemple, une partie du lexique d'État sur les banlieues a été proposée. Je connais un organisme d'État qui propose des enquêtes en imposant le lexique. Et comme les chercheurs et les laboratoires ont besoin d'argent, ils acceptent. C'est dans l'ordre des choses. Et donc les gens, c'est dire... on préjuge de rien. On préjuge de rien. C'est un indistinct. Certain parce qu'il y en a beaucoup. C'est certain, mais c'est indistinct parce que ce qui peut advenir n'est pas advenu. Comme possible dans l'espace d'une politique du point des gens. C'est quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus qu'une simple proposition théorique, si vous voulez. Je vous racontais que dans les enquêtes, en particulier dans les enquêtes ouvrières, les premières enquêtes, c'était sur l'hypothèse les ouvriers pensent. La première enquête que j'ai faite, c'est une enquête que j'ai faite dans les usines Renault à Billancourt, près de Paris. Depuis, elles ont été détruites, enfin, elles ont été fermées et détruites. Et il y avait eu en France toute une campagne sur le thème vie d'OS. Les OS, c'est les ouvriers des chaînes. Bon, OS, c'est ouvriers spécialisés en français, mais c'est les ouvriers des chaînes. Vie OS, vie brisée. Menée par la CGT, menée par le syndicat, le grand syndicat français proche du Parti communiste. Et à l'époque, j'avais été absolument indigné qu'on indexe le sens d'une vie à une machine. On vous met sur une machine, vous perdez votre vie. Et je souhaitais aller, et j'avais proposé de dire, allons demander aux ouvriers ce qu'ils pensent de ça. Sérieusement. Pas une fois, pas deux fois. Et donc et c'est là où pour la première fois j'avais dit l'hypothèse, c'est les ouvriers pensent. Il est possible qu'ils pensent. Disons, les ouvriers, c'est un indistinct. Il est possible qu'ils pensent. Allons les voir. Voyons ce qu'ils pensent. Et peut-être quelque chose aura lieu. Et ça a été tout à fait... Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Et en particulier, c'est la première fois que j'ai entendu de la part, pas d'un ouvrier, mais d'ouvriers, comme ça, des chaînes, leur conviction que la classe, c'était fini.
La classe, c'était fini. Il y a un jeu de mots en français, un m'a dit la classe, c'est classé. Et avec cette phrase, la plupart étaient des ouvriers étrangers, originaires d'Afrique du Nord, ou originaires à l'époque, beaucoup. Et aussi quelques-uns du sud-est asiatique, de quelques autres régions, quelques femmes aussi. Et il y a eu ce grand énoncé sur comment on vous appelle, où était soutenu par un gars des chaînes, je vois encore, il m'a dit à l'usine c'est ouvrier ou ouvrier émigré, mais c'est la même chose ici, on est tous étrangers ou presque. À l'extérieur, on m'appelle immigré, puis thèse, parce qu'ils ont oublié que j'étais ouvrier. Et vraiment, ça a anticipé 20 ans de l'histoire des usines en France et de l'histoire, de la sinistre histoire politique. Le premier point, c'est que ouvrier n'avait plus d'espace que dans l'usine. Le lieu d'ouvrier, c'était plus la classe, c'était l'usine. Et ça a eu lieu. Puis maintenant, les usines sont détruites très largement, donc ça n'a plus lieu. Et deuxièmement, tout ce qui s'est constitué de sinistre sur la question de immigrés et immigration en France, jusqu'à aujourd'hui, s'appuie sur l'oubli total que c'est d'ouvriers dont on parle. D'ouvriers, de familles ouvrières, d'enfants d'ouvriers, etc., etc. Et ça a eu des effets considérables, à tel point c'est qu'à certains moments, une partie des jeunes des banlieues étaient montés contre leur père. Sur le fait, ils ont été exploités, ils ont gâché leur vie. Ça ne nous arrivera pas. On ne sera pas comme eux. Et c'est que maintenant qu'il y a un revirement sur la figure des pères. J'ai travaillé beaucoup avec un groupe de jeunes gens d'une grande cité de près de Paris qui s'appelle la Grande Borne à Grigny, une cité, un regroupement de 20 000 personnes, comme ça. Et où ils parlaient de leur père, et moi je leur ai dit, mais écoutez, moi, vos pères, certains de vos pères, voilà ce qu'ils m'ont dit, c'était ce que vous en dites, c'est pas leur histoire. Parce qu'ils m'avaient raconté comment ils étaient venus, les décisions qu'ils avaient prises, etc., etc. Au Mali, où j'ai été, dans la principale région dont sont issus les ouvriers en France et dans d'autres pays, qui est le pays Sonenké, dans la région de Caille, tous ceux qui partent, mais qui partent en Afrique, ou qui partent en France, on les appelle les aventuriers. Il est parti à l'aventure. Et quand ils rentrent, on dit, voilà, les aventuriers rentrent. Et donc, c'était pas du tout une figure du malheur. Et pourtant, c'est ce que... Voilà, et à un moment donné, avec cette question dite de l'immigration, avec aussi la destruction des usines, avec le chômage, etc., par exemple, une partie des enfants refusaient absolument l'idée du travail en usine était strictement impossible. Les choses maintenant se sont transformées. Donc les ouvriers pensent, si vous voulez, dans cette première enquête, enfin les ouvriers comme indistincts, et puis des énoncés, de très profonds énoncés en pensée sur... Alors vous voyez que la réponse est très compliquée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à penser dans cette pensée pense, mais qu'est-ce qu'il y a à penser dans la pensée, c'est-à-dire de quoi ouvrier est-il le nom. Et c'est pour ça que dans l'anthropologie du nom, il y a tout un chapitre où je dis ce qui est en jeu, c'est le doublé ouvrier-usine. C'est-à-dire, en fait, ouvrier, jamais un nom seul. Ouvrier a fonctionné avec classe. Pendant une période en France et ailleurs, en Chine, j'ai trouvé la même chose. Où
ouvrier lié à une puissance dans l'espace du travail, dans l'usine. Dans les pays, du temps des pays socialistes, ouvrier était quasiment lié à État, à parti, etc., etc. Donc là, il y a ce qui émerge aussi, c'est un statut particulier du mot. Voilà. C'est un exemple, si vous voulez, sur. J'essayais d'illustrer un peu cette question. Les gens comme un distinct certain, mais les gens peuvent penser. Mais là, les gens pensent n'est pas, c'est impossible, c'est un réel en tant que possible, si vous me permettez. C'est un réel en tant que ça a lieu quelquefois. Oui, mais c'est formidable, si vous voulez. On est tellement habitué au fait qu'on va appeler le réel ce qui relève de la structure, de la récurrence, de la récidive, je ne sais pas quoi, enfin, je rajoute. Pourquoi ? Pourquoi ça serait comme ça ? Dans d'autres domaines, le réel, il est absolument... Si vous prenez le domaine de la peinture, ou le domaine de la poésie, ou le domaine de la littérature, le domaine des arts, chaque œuvre, ou chaque... crée son espace. Je veux dire, en peinture, chaque peintre, ou ceux que je connais, assume de quoi peinture est-il le nom pour lui. Et donc, alors il peut dire, bon là, il peut sortir des généralités, la peinture, mais beaucoup ne disent pas ça. Quand Cézanne dit « je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai », il donne son propre... Voilà, quand les gens du pop art expliquent ce qu'ils veulent faire, ils parlent d'eux. Donc là aussi, le réel n'est pas du tout... le réel est dans l'ordre du singulier. C'est-à-dire, il parle de la peinture, il parle de leur peinture et de comment leur peinture ajoute quelque chose, ouvre quelque chose, ou combat quelque chose sur une autre idée de la peinture. Mais le plus souvent, il veut... Voilà. Donc l'indistinct certain, c'est aussi ça. C'est d'essayer de s'inscrire dans la question du réel comme possible, et non pas comme détermination. Parce que la puissance des gens comme détermination, l'expérience historique permet de conclure pas mal de choses. Si vous prenez l'histoire de l'Europe au XXe siècle, que ce soit celle de toute l'Europe, et d'ailleurs, mais ne serait-ce que celle de l'Europe, on peut pacifier. Donc, et dans tous les cas, dans les temps actuels, voilà. Je ne dis pas que ce soit le seul chemin, c'est celui que j'ai pratiqué et que j'essaye de tenir. J'ai plusieurs questions. Ce qui m'intéresse, c'est que vous pourriez nous dire un peu plus de la méthodologie de vos enquêtes que vous avez mentionnées. Quel a été l'échantillon? Quelques mots sur la méthodologie, à quoi cela ressemblait et avec qui vous avez discuté. Et l'autre question, c'est la question de penser l'État. Comment, dans ce contexte, si je comprends bien, comment donc rejoindre ceux qui oublieront que les immigrants sont des ouvriers? Comment peut-on penser l'État en dehors de la classe? Comment voir son rôle sinon comme une institution de classe? Et troisième question, plutôt, comment dans ce contexte voir la distance de l'État et le fait que la seule façon de pouvoir vous écouter ici et de présenter nos papiers personnels, sinon il ne nous aurait pas été permis d'entrer ici.
Ah, c'était pour pouvoir avoir les écouteurs, il fallait présenter notre identité. Voilà. Voilà. Je m'excuse. Écoutez, la méthodologie des enquêtes, c'est aussi une question forte. Parce qu'elle n'est pas... il y a des séquences différentes. Et en plus, je considère l'expérience politique comme une expérience d'enquête. Bien évidemment, quand je faisais de la politique, j'étais pas en train de me dire je fais une enquête. Mais, si vous voulez, tout le travail, d'une certaine façon, ce qu'a produit ce travail relève d'une enquête. En tous les cas, dans l'anthropologie du non, je propose que la catégorie d'enquête est la véritable catégorie. Je dis l'enquête est la catégorie de connaissance. Donc, ça peut être pratiqué dans des dispositifs différents, soit le travail politique, soit des enquêtes au sens courant du terme. Alors, je pense que votre question, c'était sur les enquêtes au sens courant du terme. Les enquêtes ouvrières, je les ai faites sur la base de guides d'entretien. De guides ouverts, mais avec une liste de questions. Sous l'intitulé général, qui était « Qu'est-ce que vous pensez ?» Une présentation en disant « Voilà ce qui nous vient vous voir dans l'espoir que vous nous disiez ce que vous pensez, parce que parce qu'on ne le sait pas, et parce que la seule façon de le savoir, c'est de vous le demander. Et puis, bien évidemment, j'insiste souvent sur le fait que on sait beaucoup de choses sur ce que pense le pouvoir, l'État, la firme, etc. Enfin, que de l'autre côté, il y a des journaux, il y a des livres, il y a la radio, il y a la télévision, enfin, il y a un système de communication, de propagation et de propagande considérable. Et il n'y a rien de tel de l'autre côté. Il n'y a rien de tel. Et quelquefois, des gens, vous savez très bien, des gens qui débarquent et qui, en 2 jours, prétendent avoir compris. Et plus encore, des gens qui restent un peu plus longtemps, mais qui dans ce que leurs gens leur ont dit, font des montages qui sont des mensonges, qui sont des agressions véritables. Enfin, à propos des banlieues en France, il y a je connais beaucoup d'exemples. Et donc, si vous voulez, le principe était simple, c'était par exemple ouvrier, qu'est-ce qu'il y a pensé là pour vous? Et on en parlait hier, c'était une question parfaitement entendue. Entendue. Je ne vais pas vous la raconter en détail, mais c'est une anecdote que j'aime beaucoup. Quand j'étais en Chine, dans l'usine numéro 1 de Canton, qui fabriquait des turbines pour les sucreries, pour toute une série de grosses usines comme ça. On travaillait avec des traducteurs. On avait des amis italiens qui traduisaient, grands sinologues, et puis il y avait d'autres. Et je présentais l'enquête en disant écoutez, on est venu parce que le gars travaillait dans un soudeur sur les turbines. Enfin, vous voulez savoir ce que vous pensez? Et sa réaction, c'était mais il était en bleu comme ça. Écoutez, vous venez de si loin pour savoir ce que je pense, moi. Il y a quelque chose qui voilà.
Et à la fin de l'entretien, il est revenu là-dessus, et c'était une espèce de salut, au bon sens du terme. Il a dit, écoutez, je crois comprendre maintenant pourquoi vous êtes venu, ce que vous vouliez dire. Et donc c'est une série de questions, si vous voulez, sur ce qu'il pensait, aussi sur le travail, aussi sur les machines, parce que quand j'ai commencé les enquêtes d'usine, j'avais une certaine expérience largement militante des usines automobiles et de la métallurgie. Et je pouvais en parler, je connaissais ce qui se passait, je connaissais les postes, etc. Par exemple, dans cette usine, dans cette enquête, bon, c'est une autre anecdote, dans cette enquête à Canton, j'avais entrepris qui me raconte un peu le type de machines sur lesquelles il travaillait et quelles étaient ces machines. Et ça dessinait une histoire invraisemblable. Il y avait des machines américaines qui avaient été données par les Américains au Kuomintang, qu'ils avaient récupérées et sur lesquelles ils travaillaient encore, etc. etc. Donc, voilà, et j'écris toujours là, minutieusement les réponses, et ensuite on travaille là-dessus. On travaille là-dessus avec la même méthode qui consiste, si vous voulez, par exemple ouvrier, à prendre les différentes réponses, toutes les réponses, avoir un peu les familles de réponses, et donc arriver à ouvrir à travailler non pas sur certains répondent ça, certains répondent ça, mais à quoi répondent-ils quand ils répondent ça? Quelle est la question ouverte qui fait qu'on peut répondre ça, ça ou ça? Voilà. Et ça, c'est un travail très particulier, très difficile de se confronter, de rentrer dans la pensée des gens, de pas être dans le commentaire, de pas être dans le pillage, le moins possible, ou pas du tout. C'est-à-dire véritablement de travailler exclusivement, de construire de l'intérieur du système des entretiens qu'il en a été. Voilà, alors, sinon, les problèmes, c'était bien évidemment comment je faisais il y avait un tirage au sort. C'est-à-dire, ça se faisait dans l'usine, donc avec un accord des directions d'usine. Je prenais les listes du personnel, je comptais le premier, le 10e, le 20e, etc. Et ça permettait de répondre à cette question lancinante qui est « Qui vous a donné mon nom ?» Et donc d'acquérir une confiance comme ça, d'être crédible. On faisait ces entretiens dans des locaux qui n'étaient pas ceux de la maîtrise, pas ceux de ceci, quelquefois sur le bord de la chaîne. Et très vite, comme me disaient les ouvriers chinois, vous avez une bonne réputation. En Chine, la question de la réputation dans l'usine, enfin, avant la question de la réputation maintenant dans les cités ou dans les... voilà, et c'était des entretiens qui pouvaient durer 2 heures, 3 heures, quelquefois plus. Ça a été un premier... principalement dans les usines. Ensuite, j'ai travaillé comme ça dans les banlieues avec mes étudiants, parce que j'enseignais. Et chaque année, toute la classe, moi avec, on faisait de bout en bout une enquête dont on déterminait le thème, le guide d'entretien, la problématique, la passation, les résultats, l'analyse et le rendu. Et en une année universitaire, c'était un exercice un peu compliqué. Ça a duré un temps. Il y a eu un deuxième temps, après, autour des années 2000, donc la première enquête, elle date de 85-86, donc 15 ans après, où j'ai travaillé pendant 2 ans, 1 an et demi avec un groupe de jeunes dans la cité de la Grande Borne à Grigny, avec mes amis qui étaient travailleurs sociaux là-bas et qui jouissaient d'une estime générale, qui s'appelle Amarini. Et alors on a fait un groupe. Au départ, l'hypothèse c'était qu'on fasse ensemble une enquête sur
le rapport des jeunes à l'État, le rapport des jeunes à la loi et à l'État. Et on a commencé à rédiger un guide d'entretien, etc., etc. Et puis à la deuxième séance, ou à la troisième séance, ils m'ont dit, écoutez, ça on n'en veut pas. Ça c'est pas des mots à nous, c'est pas nos mots. C'est les mots de l'État, nous, on a nos mots. Et c'est là où il a été confirmé qu'il y a maintenant 2 lexiques dans les banlieues, et je crois un peu partout. Il y a le lexique de l'État et le lexique des gens. Et il n'y a pas que des lexiques, il y a des intellectualités. Alors c'est ce qui allait se révéler, c'est-à-dire ensuite, on se réunissait toutes les semaines. Il y avait des jeunes, il y avait principalement des jeunes gens, des garçons, des jeunes hommes, quelques jeunes femmes, des gens très différents, des gens qui avaient, pour le dire, voilà, un passé lourd, d'autres pas du tout, etc. Et ça consistait à ouvrir la discussion sur un point et à échanger là-dessus, sur leurs mots, sur quelques-uns de leurs mots. Et c'était tout à fait formidable parce que il se passait des choses comme ça. Ils se coupaient la parole, On était 3 de ne pas être du coup. Enfin, il y avait Amar, mais on était 2 à venir de l'extérieur. Et on avait le même droit à la parole et la même possibilité non seulement d'être interrompu, mais aussi d'interrompre, de dire je suis pas d'accord, qui dit ça, dit ça. Et à la fin, ça s'est conclu sur un tout autre type de produit qui était des textes personnels, signés par ceux qui les ont faits, et qui avaient été cependant plusieurs fois présentés et discutés en groupe. Il y a un texte sur la loi, splendide, il y a un texte sur il ne peut pas y avoir de bons flics, c'est un texte très profond. Il y a 2, 3, 4 textes comme ça. Et ensuite, ils sont venus à reculons les présenter dans un colloque universitaire où j'étais partie prenante à Paris 8. Vraiment à reculons, il a fallu ils ont lu leur texte, et puis voilà. Et c'était pas du tout prévu, c'était pas l'objectif, c'était pas le principal, c'était un deuxième dispositif d'enquête. Et puis très récemment, dans un travail que je mène dans quelque chose qui s'appelle l'Observatoire international des banlieues et des périphéries, qui a travaillé on a travaillé au Brésil, dans les favelas. On a travaillé à Grigny, là où j'ai fait l'enquête, on a continué à travailler, et on travaille dans les banlieues de Dakar sur la question des inondations. Parce qu'il y a chaque année, au moment de la saison des pluies, des inondations catastrophiques, absolument catastrophiques, avec des gens qui sont noyés, des maisons détruites, des quartiers entiers évacués, sans que rien ne soit... Il n'y a que des dispositifs d'urgence dont la plupart des fonds n'arrivent jamais aux sinistrés. Donc il y a une économie rentière de l'urgence, extrêmement organisée. Et là, on a constitué un dispositif dont l'enjeu, c'était, de la part des associations locales qui luttent contre les inondations ou d'entraide avec nous, sur le fait que du côté des gens, il pouvait y avoir une capacité d'expertise absolument argumentée et bien supérieure à celle de l'État sur les mécanismes des inondations, sur les causes des inondations, sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, etc. Et ça anticipe peut-être sur là, je vais pas sur la politique comme dispositif d'expérimentation, mais chaque forme organisationnelle expérimente quelque chose de propre, de singulier, et apporte quelque chose et en même temps pas autre chose, etc. Et par exemple, il y a dans les dispositifs organisationnels dont j'étais partie prenante et à la mise en place desquels j'ai participé aussi, où quelquefois je les ai un peu plus que
participé, j'en ai proposé l'hypothèse. L'idée, c'était de s'éloigner le plus possible de ce qui pouvait être le modèle étatique dans le travail avec les gens. Par exemple, dans le mode de fonctionnement des collectifs des foyers, l'organisation des ouvriers étrangers sans papier, dans l'objectif de la régularisation, le principe c'était chacun parlant son nom et la politique est en partage. Ça veut dire, on parle ensemble jusqu'à ce que quelque chose soit édifié de la réunion qui soit ce qu'on va voir en commun, ce qu'on va faire en commun. On ne l'a pas quand on entre. On a éventuellement quelques idées, mais même si on a quelques idées, tout le monde doit parler. Et on doit écouter tout le monde. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas rien. Voilà. Bon, c'est un petit exemple, mais qu'est-ce que c'est que... Alors ça date des années, ça date de quelque chose qui s'appelait l'organisation politique. Avant, c'était beaucoup plus encore le système des directives. C'était un exemple type et une directive. C'est-à-dire quelque chose avait eu lieu qui paraissait avoir apporté quelque chose, on allait s'appuyer dessus. Voilà. Alors c'était pas répétable. Justement, l'invention n'est pas répétable. C'est ça la grande difficulté aussi du côté des gens, mais la grande force, c'est que si c'est inventé, c'est stimulant, ça donne des idées aux autres, mais c'est pas dans l'ordre de la répétition. Il faut aussi inventer de l'autre côté. Pour y apprendre quelque chose, il faut se mettre soi-même à inventer, à s'appuyer sur ce que les autres ont inventé. Je pense pas. Alors sur la question de l'État, je suis pas de votre avis. Je suis ailleurs, mais c'est... Je pense que la question de l'État n'est pas du tout une question de classe. Je pense que l'État, c'est le monopole du pouvoir, le monopole de la violence, le monopole de la loi, et que c'est comme ça. Si vous voulez, c'est comme ça. Et que pour l'instant, l'ordre civil, qui est un ordre de la violence d'État, apparaît comme le seul possible de l'ordre civil. Puis les gens vont vous dire, regardez ce qui se passe quand l'État s'effondre. Quand l'État s'effondre... voilà. Et que la question des classes et que la question de l'économie, elle est il y a une intrication complète de l'État et de... Mais je pense qu'il faut entrer là-dedans différemment, puisque vous me posez la question. Je pense qu'il faut partir du fait que l'État est une puissance financière considérable, directe ou indirecte. Si vous regardez le problème de la dette, ce sont des bons du Trésor émis par l'État ou les collectivités territoriales, etc., etc. C'est eux qui alimentent le marché financier, très largement. C'est pas vous et moi, aucun doute. Donc, si vous voulez, et de tout temps, l'État a cherché de l'argent et a été le prendre là où il le trouvait. Il a dépossédé toute une série de gens. Il y a eu des moments où les biens d'église ont tenté d'être... voilà. Il y a eu des moments où les spoliations massives se faisaient au détriment de telle ou telle personne. Il y a des moments où les terres sont réquisitionnées pour être vendues, etc. L'État, c'est ça. C'est cette machine-là complexe qui, aujourd'hui, a des formes tout à fait particulières, j'entends bien, et tout à fait déchaînées. Mais, alors ça, il faut en faire l'analyse. Il faut en faire... Et c'est pas une analyse de classe. Sur la situation en France, j'ai proposé la catégorie de l'État séparé qui serait apparue au début de ce siècle. C'est-à-dire le moment où, en France, explicitement, l'État ne se présente plus. Je sais que c'était un discours de présentation, mais c'est pas rien, un discours de présentation, ne se présente plus comme comptant tout le monde. À partir du moment où Sarkozy vient au pouvoir, l'État, c'est l'État des bons Français. Et ça, c'est une rupture très importante. C'est une rupture dans les politiques publiques, c'est une rupture
on va désigner, il y a des ennemis intérieurs. La jeunesse des banlieues, les musulmans, les chômeurs, tous des profiteurs, etc., etc., etc. Et donc, alors ce que j'appelle être à jour là-dessus, c'est connaître ses discours, connaître ses thèses, pas simplement s'en indigner. Par exemple, il y a eu un discours de rupture de Sarkozy, une vraie rupture dans l'histoire des institutions publiques en France, où en 2000, je ne sais pas combien, je crois 2010, il fait un discours, il y avait eu un braquage à Grenoble, la police était intervenue, avait pris en chasse les braqueurs, qui s'étaient réfugiés dans une cité, une grande cité de Grenoble, et où les gens avaient ouvert le feu sur les policiers, sans en tuer, mais ça avait fait... ils tirent sur la police. Voilà. Mais la police tirait dans tous les coins. Et Sarkozy avait limogé l'ancien préfet et nommé un policier, un gradé policier, comme nouveau préfet. Ça avait fait un scandale, parce que les préfets, c'est la fonction publique, la haute fonction publique en France. Et il a dit qui. Et alors dans le discours, il a justifié en disant qui a plus le sens de l'État qu'un policier. Et là, réellement, c'était une bascule de l'idée, un grand fonctionnaire en France, et je sais bien que c'était le discours, est animé par le service public, l'intérêt général, à un grand fonctionnaire, c'est celui qui maintient l'ordre. À la figure de la police comme figure tutélaire de l'État. Donc, une grande qualité de Foucault par rapport à beaucoup d'autres, de Michel Foucault, c'est d'avoir, sur le XVIIe, XVIIIe, analysé les techniques de pouvoir, les techniques de gouvernementalité. Il analyse ce qu'il analyse, mais il montre bien qu'elles changent, et il montre bien leur finalité, qui est la question de l'ordre tel que le pouvoir entend, le pouvoir la constitue à un moment donné dans une situation donnée. Bon, si vous voulez, c'est sur le deuxième point, c'est pas du tout un absentement de la question de l'État, c'est là. Alors, ce que je voulais dire, c'était que dans une politique du point des gens, il faut une attention considérable sur l'État, ses transformations, ses pratiques, ses discours, mais malgré tout, du point des gens. Et du point des gens, c'est du point de l'impossible, c'est-à-dire que il faut savoir, il faut connaître ce à quoi on a affaire, et pour autant, ce n'est pas de cette connaissance de ce à quoi on a affaire que surgit ce que l'on peut et ce que l'on veut. C'est pas le professeur, par l'exemple négatif. C'est autre chose que le maître ignorant. Enfin, on peut les mettre en écho. Voilà. Alors la distance, la distance, c'est... Bon, si vous voulez, ça serait ça, la distance. Je sais bien que parce que on est tous pris dans l'espace étatique. Moi, voilà, à l'hôtel, j'arrive, et ils veulent pas me rendre tout de suite parce qu'il faut le photocopier 2 fois, 3 fois, etc. Donc je le reprends un quart d'heure après avec un reçu. Bon. Mais c'est pas ça qui hypothèque ma liberté d'essayer de trouver un écart et de le pratiquer. C'est pas ça non plus que je vais mettre en avant comme argument sur l'impossible de trouver un écart ou un découragement. C'est un certain ordre des choses. Mais il décide pas de... Il est redoutable et efficace. Et cependant, sur bien des points, je m'y plie. Je veux dire, sauf s'il y a des enjeux collectifs, des choses comme ça. Sauf s'il y a des... Voilà, mais à titre personnel. Mais pour autant, c'est pas pour autant que je ne suis pas en mesure
de décider que voilà, on va faire quelque chose sur un endroit donné, avec des gens donnés, et que là, il y a un possible qui est dans l'écart radical. Justement, sur cette question de penser à partir d'une réunion où la question du pouvoir et de l'État ne soit pas ce à partir de quoi on va penser, mais une pensée propre, qui s'origine dans le possible des gens de ce côté-là. Ce soir, nous avons dit que nous, David et moi, préparons une revue estudiantine et ce travail concerne les discussions avec l'agent de la périphérie qui sont entre autres nos amis avec lesquels nous essayons de penser cette politique du possible, de l'impossible. Vu la distinction que vous avez proposée, il y a eu et il y a, je crois que c'est le tissu conjonctif, c'est ce travail avec mes amis qui travaillent comme ouvriers, manuels, que ce tissu conjonctif de leur pensée et cette attente. Ils croient qu'à un moment donné, quelque chose sera amélioré et que c'est la seule possibilité qui est à leur horizon et qui concerne leurs possibilités matérielles. C'est une petite discussion, ce n'est pas une question, mais que j'ai jugé utile de mentionner. Je vous remercie. Mais c'est une question cependant. C'est... Dans le travail dont je vous parlais à Dakar, avec dans les endroits inondés, et sur la question de l'expertise, il y a eu tout un grand débat long là-dessus, à savoir est-ce que les gens peuvent plus, et un peu en écart, mais plus, que simplement exposer leur malheur. Et qui sont et quand il y a ça d'eau dans la maison, quand ça passe par vague, quand des femmes ont perdu leur bébé et les portent dans le dos parce que la maison s'écroule et que tout est emporté, c'est pas du tout, c'est pas des... C'est des... Voilà, c'est d'une gravité totale. Hein. Mais est-ce que ils ne peuvent que cela, de présenter au gouvernement, au gouverneur, voilà, et de lancer un aidez-nous, faites quelque chose, vous devez faire quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir place à ce qu'ils disent quel est ce qu'ils vivent, et que pour autant d'autres choses soient dites comme pourquoi ça leur arrive, qu'est-ce qui serait possible à leur avis, qu'est-ce qui serait bien. Et la question du possible, vraiment examinée. Par exemple, c'est la question des vieux immeubles qui sont laissés à l'abandon. Réparer un immeuble, ça coûterait combien? On ne peut pas simplement, si les gens s'organisent, il faut qu'ils sachent combien ça coûterait. Parce que c'est de l'ordre du réel et qu'il n'y a aucune raison de laisser ce soin-là en face. En face, ils vont... Voilà. Alors, on a essayé de traiter ça avec cette catégorie d'expertise. Parce que les gens disaient, sur la lutte contre les inondations, c'est beaucoup plus que tout le monde. Bon, les sapeurs-pompiers nous aident quelquefois, mais les autres, ils ne savent pas. Ils ne savent pas sur les pentes, ils ne savent pas d'où vient l'eau, ils font des bêtises, etc. Ça ne les intéresse pas de sauver les gens.
Mais que entre il faut faire quelque chose, où il y a déjà quelquefois, c'est pas si simple de trouver un petit groupe de gens qui sont d'accord pour dire il faut faire quelque chose, et arriver à formuler ce que l'on va faire, ce que l'on peut faire, ce qu'il est possible effectivement de faire, et qui soit pas simplement expressif, déduit du il y a. Par exemple, dans la situation de Dakar, ce qui finalement a fait la force du groupe qu'on a constitué, que jusqu'à un certain point, ça a duré plusieurs années, c'est que est surgie c'était l'idée que on devait être logé sur place. On devait être logé ou relogé sur place. Voilà, que c'était ça qu'ils voulaient. Et que ça concernait des gens inondés, des gens moins inondés, des maisons détruites, des maisons pas détruites. Donc c'était pas immédiatement, je dirais, en expressif de arrêter les inondations. Alors on veut être logé sur place. Pour être logé sur place, il faut que les inondations cessent. Donc on a regardé pourquoi il y avait des inondations, des choses comme ça. Mais dans la plupart des expériences que j'ai de là, ce qui est très vraiment, c'est que c'est aussi ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens différents. Il n'y a pas simplement, il y a des gens qui viennent, qui sont pas là, qui n'ont pas d'intérêt, voilà, si c'est une question d'usine, qui sont pas et c'est avec ça qu'il faut travailler. Alors ils sont pas là pour donner des leçons, pour apprendre ce qu'il faut faire, etc. Mais s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils servent à quelque chose, ils sont des appuis, ils sont des encouragements. Et ce qui va se produire à partir de là ne peut pas être expressif, enfin ne peut pas être simplement la question de l'intérêt d'une partie des gens qui sont là. Même si vous avez un sentiment aigu de l'injustice et que ce serait satisfaisant de dire que des gens qui ont droit à des indemnités, vous avez participé à quelque chose. Mais si vous voulez, ce que je pense, c'est que, y compris sur l'efficacité d'une lutte sur une question d'indemnité, si elle n'est pas inscrite dans quelque chose où chacun trouve un sens à être là pour faire ça, vous ne gagnerez pas, y compris sur les indemnités. Bon, je vais peut-être me répéter, je vais raconter une situation d'usine qu'on a eu à traiter, de fermeture d'usine de batteries pour voitures et camions et tracteurs, donc un travail très dur dans l'acide et le plomb, comme les vieilles batteries. Et le patron avait décidé qu'il allait donner une indemnité de licenciement simplement aux hommes ayant de plus de 5 ans d'expérience dans la boîte. Et donc étaient refusées les indemnités pour les femmes et pour les jeunes embauchés depuis peu. Et ça a créé une division épouvantable entre ceux qui allaient avoir la prime et les autres. Et dans un premier temps, il y a eu un travail sur la prime pour tous. Tentative de voir si ça... Et en fin de compte, ce que je racontais, ce qui était opératoire, c'est une toute autre proposition qui était celle-ci, et je vais vous expliquer pourquoi elle était si importante, enfin, à mon avis, qui était, c'est pas le patron qui compte l'ouvrier, c'est les ouvriers qui comptent les ouvriers. Parce que le sentiment général, et là, dans cette boîte comme dans d'autres, c'était que l'obligation du patron, c'était de tenir compte du travail, de tenir compte de la figure ouvrière, de respecter l'ouvrier, d'avoir une pratique de respect des gens qui avaient travaillé là-dedans.
Et que c'était pas à lui de dire qui il respectait, c'était aux ouvriers de d'énoncer ce principe. Et à partir de là, ceux qui avaient pris la prime se sont alliés à ceux qui ne l'avaient pas pour obtenir finalement que tout le monde ait la prime. Je voulais vous montrer l'écart de la prescription ou de l'énoncé du principe qu'il y a dans le possible par rapport à l'immédiateté de la catégorie d'intérêt C'est ça la difficulté. C'est vraiment ça la difficulté. Mais ça peut avoir lieu.